Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. C'est la nouvelle tendance à l'approche de l'été, aménager son extérieur comme son intérieur. Que vous ayez un jardin, une terrasse ou même un balcon, il est possible de mettre en beauté ces espaces qui nous ont été si chers pendant cette crise sanitaire. On vous donne tous les conseils et astuces ce matin. Mais avant, comme d'habitude, partons retrouver Evan. Evan qui passe sa semaine à Belle-Île, toujours en poste. Oh bah oui, ce serait dommage de s'en priver. Regarde Enfanté, là-bas, on voit le phare de la Pointe des Poulains. Et c'est là où nous passons toute la matinée. Vous allez apprendre tous les petits secrets de cet endroit mythique de Belle-Île, notamment grâce à vous, Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors, je me suis toujours demandé, moi qui suis originaire de la presqu'île de Quiberon, juste à côté, pourquoi le phare de la Pointe des Poulains s'appelait comme ça? Alors en fait, c'est juste une déformation en français de Beggarpollen. Pollen, poulain, ça va être de très proche. Et en fait, Beggarpollen, ce sont les roches qui sont tout autour de la pointe, à fleur d'eau. Et c'était l'origine du nom en breton. D'accord. Et alors, ce phare, il a été construit en quelle année? Alors le phare, il a été allumé en 1867 jusqu'en 1987. Et pourquoi jusqu'en 1900? Il y avait le gardien jusqu'en 1987. Ah oui, d'accord, mais il sert encore. Il sert encore, il est toujours là, il a un éclat toutes les 5 secondes, il est toujours là pour guider les navigateurs au large des Poulains pour pas qu'ils soient échoués sur les rochers justement. À Belle-Île, il y a combien de phares? J'en vois au moins 2. Mais... 3. 3. Il y a celui des Poulains, le grand phare, qui est celui de Kerville-Awen à Bangor, et puis le phare de Cardonis à Locmaria, dans le sud de l'île. Est-ce qu'ils ont encore des gardiens? Alors, il y a encore 2 gardiens qui sont à Goulphare, qui est en fait le centre névralgique des phares et balises pour les phares entre ici et la Vilaine. Ah ouais, c'est donc Belle-Île, un peu presque centre du monde. C'est ça, en toute modestie. En toute modestie, évidemment. On va aller rencontrer Hugo qui nous attend. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors tu es, je vais me mettre entre vous deux, tu es garde du littoral. C'est ça. Tu travailles notamment dans ce magnifique cadre de travail, la vie doit être difficile. Oui, on ne dit pas la même chose au mois de décembre. C'est vrai. Alors comment c'était le phare de la Pointe des Poulains, enfin en tout cas ce site, il y a 20-30 ans? C'est ça. Avant l'acquisition par le Conservatoire du Littoral dans les années 2000, la pointe était fréquentée de manière intensive et anarchique par de nombreux touristes. Et la fréquentation, leur piétinement, ont dégradé les nombreuses pelouses littorales qui sont endémiques de Belle-Île. Donc il faut imaginer en fait, plutôt que d'avoir cette végétation rase assez dense, et bien finalement il n'y avait plus que la terre à nu qui entraînait la disparition d'une flore remarquable et un ravinement assez important. Donc voilà. Il y a eu des aménagements qui ont été faits? Voilà, exactement. Donc depuis l'achat par le Conservatoire, une politique de protection et de restauration de cette île a été mise en place avec différentes méthodes et notamment ce qu'on peut apercevoir encore, c'est des cheminements un petit peu canalisés, quoi. Oui, parce que Valérie, il y a combien, vous avez le droit de venir avec nous, il y a combien de touristes ou de Bretons, de visiteurs sur ce site à l'année? Alors, on dit qu'il y a 130 000 personnes qui fréquentent la Pointe des Poulains annuellement. Oui. Et comment on concilie la visite des touristes et la gestion d'un site naturel? Eh bien, c'est ça, par ces aménagements qu'on voit. Donc, c'est de la canalisation légère parce qu'il faut qu'elle s'intègre aussi dans le paysage. Il ne faut pas que ce soit impactant. Donc, en canalisant, c'est globalement très bien respecté. Et puis, avec de nombreuses animations, sensibilisations l'été. C'est important voilà, aussi. Envers les personnes. Vous êtes toujours là aussi pour veiller un petit peu à ce que tout se passe bien. Exactement. On passe en été tous les jours sur ce site pour alerter, informer le public. Bon, on va continuer à découvrir ce magnifique site de la Pointe des Poulains parce qu'on ne peut pas être ici sans parler de Sarah Bernard et justement on vous en parle dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Ce matin, on s'intéresse à l'aménagement extérieur. Et si vous concotiez une nouvelle pièce à vivre, avant d'entendre nos invités, élément de réponse en chiffres et en images. Je rêve d'une véranda sur la terrasse. Et moi d'une cabane dans le jardin. Plus d'un Français sur 2 déclare avoir besoin d'une pièce en plus. C'est possible sans faire de gros travaux si on a la chance d'avoir un jardin ou un appartement avec terrasse. Mais attention à certaines conditions. Pour la terrasse d'appartement, vous pouvez l'aménager si c'est une partie privative, avec une pergola ou une véranda. Mais seulement avec l'accord de la copropriété
et dans le strict respect des règles du plan local d'urbanisme. Si vous habitez une maison, l'abri de jardin offre aussi une possibilité d'espace supplémentaire. Entre 5 et 20 mètres carrés, voire 40 mètres carrés dans certaines communes, une déclaration préalable de travaux devra être réalisée en mairie. Pour une surface supérieure, il faudra un permis de construire. Attention aux surprises, au-delà de 5 mètres carrés, il faudra vous acquitter d'une taxe d'aménagement fixée pour 2021 à 767 € hors Île-de-France et 860 € en Île-de-France. Et la création de surfaces supplémentaires révise à la hausse vos taxes foncières et d'habitation. Une pièce en plus, un coût qui vaut quand même le coup. Et on poursuit la discussion avec Frédéric Evzard. Bonjour, vous êtes directeur commercial du concept Un Cube dans mon jardin. Jérôme Leblanc, vous êtes architecte paysagiste chez Leblanc Création. Et avec vous, Xavier Bailly, on parlera culture scientifique en deuxième partie de l'émission. Bonjour à tous les trois. Alors d'abord, avant de commencer, Jérôme Leblanc, à quoi faut-il penser avant de penser son aménagement extérieur? Eh bien, en tout premier temps, il faut penser à la manière qu'on a d'occuper le terrain, d'occuper la maison. Penser aux attentes qu'on en a, savoir si c'est pour le travail, savoir si c'est pour le loisir, savoir si c'est pour accueillir la grande famille le week-end ou toutes ces choses-là. Après, entre en jeu l'architecte paysagiste qui, lui, va vous aiguiller sur vos droits. Et puis après, on fait on rassemble tout ça pour voir quel type de terrasse, quel type d'aménagement on peut faire. Accompagner le client dans son projet. Voilà. Et j'allais oublier le plus important, le budget. Le budget, ouais, ça change tout. Le budget qui, lui, nous dirige énormément. Il fait qu'on fait ou qu'on fait pas. Ou un peu moins que ce qu'on a espéré. Alors, en général, Frédéric Evzard, les personnes qui souhaitent installer un cube dans leur jardin ont déjà une idée assez précise quand ils vous appellent. Bien sûr, oui. En fait, effectivement, ils appellent pour un but précis. Donc, ils ont besoin d'une chambre d'amis, ils ont besoin d'un bureau pour le télétravail, ils veulent une salle de sport, ils veulent se mettre un spa. Donc, effectivement... Et quelles sont les demandes les plus récurrentes en général? En fait, chaque cas est particulier, puisque entre le besoin, le volume dont on dispose, l'enveloppe budgétaire dont on dispose, je dirais après, on a de tout type de demandes. En fait. Alors on l'a vu dans notre reportage, ça suppose aussi des démarches administratives. Quelles sont les démarches dans ce cas précis? Puisque, rappelez-nous, à quoi ressemble votre cube? C'est 9 mètres carrés, c'est ça? Alors le cube fait effectivement 3 mètres par 3 à la base, et il fait 3 mètres en hauteur, donc on est vraiment sur une forme cubique. Et alors en fait, il faut s'adresser à son service, ce qui était dit dans votre reportage d'origine, il faut s'adresser au service d'urbanisme de sa municipalité pour savoir donc quelles sont les règles en vigueur. Et en règle générale, dans le cadre des PLU, on peut agrandir sa surface habitable de l'ordre de 40 mètres carrés. D'accord. Et avec la crise que nous traversons, Jérôme Leblanc, est-ce que vous avez plus de demandes, des gens qui se sont dit, enfin là c'est le moment d'aménager cet extérieur, quelque chose que je laissais traîner depuis un petit moment? Oui, tout à fait, oui. Alors je dirais pas que c'est la crise, mais le confinement plutôt qui a fait ça. Clairement, les gens ont été bloqués chez eux, ou sommés de rester chez eux, et du coup, ils se sont dit, zut, si on pouvait ne pas rester dans notre salle à manger, et puis aller là où il fait beau et où c'est bien beau. Du coup, non, j'ai été noyé d'appels et de gens qui avaient plein d'idées, plein d'envies. Et c'est là qu'est notre travail où on voit les gens... Alors déjà, on annonce un budget, parce que beaucoup de gens n'ont pas notion des budgets que ça représente. Et puis après avoir les possibilités par rapport au terrain. Mais, finalement, c'est comme si on s'était rendu compte qu'embellir son extérieur, c'était presque aussi important que d'embellir son intérieur, vous pensez? Complètement. Moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte dans le domaine. Au tout début, j'étais très content quand les gens ont mis des baies vitrées. Ils ont ouvert vers l'extérieur. Ils ont dit dehors c'est sympa, on pourrait y aller nous aussi, pas juste regarder. Et ça a joué ça m'a boosté un petit peu. Et puis là, malheureusement, il y a eu le confinement et ça a refait la même chose en 2 fois plus, parce que les gens se sont dit non, bon, allez,
on va pas en vacances, on va se faire plaisir. On améliore le chez nous, on est quand même un peu obligé de rester chez nous, donc on va faire en sorte qu'il soit bien. Et tout ça a fait que oui, il y a plein de demandes, il y a plein d'envies, il y a plein de... Et en matière d'harmonie, qu'est-ce qui est le plus important, vous, dans votre approche? Il faut qu'il y ait un lien entre l'intérieur et l'extérieur, ou est-ce qu'il faut marquer la rupture? Alors, clairement, non. Toujours éviter la verrue, moi j'appelle ça, donc la rupture. La démarche, c'est la suivante. C'est clair que moi, j'arrive chez quelqu'un, déjà, j'essaye de comprendre les gens, de comprendre leur goût, de voir des clichés un petit peu modernes, un petit peu plus rustiques, un peu plus à l'anglaise. Et après, de voir le budget. Ah, le téléphone qui sonne, ça c'est pas bien, on avait dit. Pas de téléphone pendant le direct. Et ben voilà, encore un. Du coup, vous accompagnez, oui, sur le style qu'ils veulent avoir selon leur intérieur, c'est ça? Tout à fait, ouais. Suivant l'intérieur, alors suivant leur déco intérieur, suivant les personnes, leur goût, les couleurs et les matériaux qu'ils veulent. Et puis après, on joue aussi suivant la structure et la chose demandée. S'il y a une retenue de terre, s'il y a une grande terrasse, s'il y a une petite terrasse avec un endroit. Après, on vient voir leur manière de vivre. La cuisine est là, la salle est là. Il y a beaucoup d'étapes avant de commencer à penser. Et vous, Frédéric Evzard, comment vous accompagnez les personnes qui souhaitent installer à Cube? Il y a des limites, vous leur dites, bon, bah, là, c'est possible, là, ça va être compliqué. Il y en a qui, j'imagine, ont des idées un peu... délirante. Effectivement, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes parce qu'on a quand même un produit qui est standardisé. Le cube, il fait donc 3 par 3. Il y a le demi-cube qui fait 3 par 1,5. Et puis ensuite, on peut venir les associer tous les deux ou associer 2 cubes. Donc, on n'a pas de limite de superficie. Mais ensuite, effectivement, en fonction des environnements, tout n'est pas réalisable. Ça colle ou ça colle pas. Et justement, quels sont les matériaux que vous utilisez pour construire ces cubes? Alors, on a une bonne partie du cube qui est en inox. Donc, toute la base est en inox, la toiture est en inox. Là, je vous parle d'un cube qui est en usage, pour un usage 365 jours par an, toute saison. Et puis ensuite, on a des finitions latérales qui sont soit du double vitrage aluminium, soit du panneau isolant, panneau plein. Donc, on est soit en vitré, soit en plein. Et on a également, je vois sur les photos derrière, des options pour la toiture en plexiglas. Donc, on peut le customiser un petit peu, quoi. On peut, tout à fait, oui. Alors, nous, on peut le customiser en tant que cube. Ensuite, effectivement, l'aménagement intérieur apporte sa décoration. Nos clients les aménagent comme ils le souhaitent. Et le cube peut être équipé de roues. D'accord. Donc, on peut le déplacer. Et oui. Ok, il faut avoir un peu de force pour le pousser, par contre. En fait, si vous voulez, si vous êtes sur une surface plane, avec un tout petit peu d'inertie, le cube se déplace. Et ça permet de s'adapter au mieux à la saison, à l'exposition. Donc, alors, ça peut présenter cet intérêt-là. On parlait des matériaux, Jérôme Leblanc. Le bois est quand même très à la mode, même depuis plusieurs années. Alors, on est quand même dans une région pluvieuse. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on veut installer du mobilier sur sa terrasse? Je dirais plus que des erreurs à ne pas commettre, c'est d'être bien au fait du jour et de savoir que le bois, c'est un matériau noble mais vivant et que de toute façon, il va continuer sa vie, il va continuer à se patiner, il va continuer à bouger. Donc il faut en être conscient dès le départ pour ne pas se noircir le tableau. Après, effectivement, il y a tous ces gens qui n'acceptent pas ce grisement, ce patinement du bois. Qui n'entretiennent pas assez aussi. C'est moi qui le dis, j'en porte la responsabilité. Et du coup, on a toutes ces résines et toutes ces choses qui sont arrivées, qui simplifient amplement la vie de tous les jours quand on veut avoir quelque chose de propre et net. Et suivant les gammes, on a des résines vraiment très costauds qui tiennent le temps. Parce qu'en extérieur, il faut... quand on ne met pas le prix, on s'en rend vite compte. On va parler question budget, parce que c'est ce qui intéresse quand même les gens en général. Combien ça coûte un cube comme le vôtre, Frédéric Evzard? Donc livré, monté, garantie 10 ans, c'est entre 20 et 22 000 euros. Oui, donc c'est quand même un sacré budget. C'est un budget important pour, ceci étant donc un cube en usage toute saison. Et d'un autre côté, quand on voit l'augmentation des prix de l'immobilier,
On se dit ça vaut peut-être le coup. Ah bah, on est quand même moins cher que le prix du mètre carré dans beaucoup d'endroits, quoi. Et en étant un produit design qui présente entre autres caractéristiques d'être monté sur place et donc de pouvoir, en fait, le cube peut passer par une simple porte. D'accord. Donc il n'y a pas d'engin de levage, il n'y a pas de besoin de fondation, il n'y a pas besoin de... Voilà. On arrive, on peut poser un cube sur une terrasse ou sur une pelouse, juste en passant par la porte. Alors ça fait beaucoup de passages parce qu'il y a beaucoup de pièces à amener, mais voilà. D'accord. Jérôme Leblanc, le budget en général, quand on veut faire réaménager complètement sa terrasse, ça peut aller de combien à combien? Ouais, nous, la fourchette, elle est énorme. Ouais. Je dirais une terrasse, il faut quand même au minimum compter 5 000 €. Ouais. Je dirais au minimum, juste une terrasse. Après, on va dire un panier moyen, on va tourner à 10 000 à 15 000 € où on a la terrasse, un aménagement tout autour de fleurs et de différents niveaux avec des éclairages et quelque chose de sympa. Et on va jusqu'à 150 000 € quand il y a la piscine, quand il y a le spa, quand il y a les cuisines extérieures qui sont très à la mode et tout l'ensemble. On a des gros budgets. Ouais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Je pense notamment à ceux qui ont un petit balcon, un petit budget. Comment on peut aménager simplement quelques petites idées comme ça pour les petites bourses? Eh bien, pour en faire régulièrement, des balcons, c'est très simple. Le but premier, c'est de s'évader. Et pour s'évader, il suffit, comme sur la photo, un petit gazon au sol pour faire oublier le béton. Et puis après, des petites jardinières là, en bois ou en quelque chose de naturel. Des petites fleurs un petit peu dans tous les sens pour faire un esprit un peu sauvage, naturel. Et c'est parti. Et comme pour l'intérieur, les accessoires ont toute leur place. Quelques astuces pour rendre ça un peu cocooning, un peu sympa Eh bien, moi j'ai tendance à préférer un endroit plus petit qui amènera quelque chose de plus fermé, de plus cocon, plus convivial, sympa. Faut pas oublier, le but du jeu, de toutes ces réalisations, c'est de transporter l'esprit dans quelque chose qui nous éloigne de la rue, de tout notre travail et de tout l'ensemble. Et plus c'est rapide, plus c'est efficace et mieux c'est. Donc faut penser aux coussins, peut-être. Voilà, tout ce qui est coussin, tout ce qui est voilage, tout ce qui est aménagement de tissu, qui amène la chaleur, qui amène du bien-être. Tout est en idée, quoi. Et après, les végétaux, ils sont pour beaucoup, aussi, pour amener de volupté, de la grandeur. Et ne pas oublier les luminaires aussi. Et les luminaires, important, c'est très important. C'est un autre jardin le soir. Le jour, on va plus regarder les détails et les plantes elles-mêmes. Et le soir, on va avoir des jeux de lumière et d'ombre qui vont faire ressortir les végétaux et c'est deux jardins différents. Et peut-on oser le tapis extérieur? C'est une question qui est beaucoup revenue aussi. C'est too much? Oui. Non, c'est pas too much. On veut avoir l'esprit salon un peu cocooning. Voilà, mais c'est comme le bois. Il faut savoir à quoi s'attendre. Et quand on met un tapis à l'extérieur, c'est jamais très propre. Faut pas être trop rigoureux dans l'extérieur. On invite des petits bouts de feuilles, des petits bouts de fleurs à tomber et faut pas être maniaque. Mais le tapis, c'est pareil. On peut oser donc le tapis. Ça, c'est dit, Jérôme Leblanc. Merci Frédéric Ebzard. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre dossier du jour. On prend à présent la direction de Belle-Île où Evan a pris ses quartiers toute cette semaine. Et oui, Anne Fantet, et on va parler avec Valérie de la star de Belle-Île. Après Valérie, évidemment, c'est Sarah Bernard. Pourquoi est-ce qu'il y a une fascination autour de cette actrice? Parce qu'elle est très novatrice pour son époque. C'est la Lady Gaga ou la Madonna, en fait, tout simplement. Et qu'elle fait des tournées internationales, aux îles Sandwich, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Russie. C'est pour ça que finalement, elle est peut-être un peu moins connue des Français, mais plus des étrangers. Oui, elle a une bonne notoriété aux États-Unis notamment, tout à fait. Et alors, c'est ici, sur ce site de la Pointe des Poulains, qu'elle avait élu sa résidence secondaire? Oui, dans son excentricité, puisqu'elle avait décidé d'acheter un fortin. Un fortin qu'on voit derrière nous. C'est là, et que tout un chacun peut venir visiter. On peut venir visiter sans aucun souci. Donc qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? À l'intérieur, c'est exactement comme lorsqu'elle était là. Donc on a l'impression qu'elle vient juste de partir du fortin.
c'est vraiment à voir. Donc on retrouve les meubles, sa chambre. Tout, c'est très cosy avec des tapis, tout ce qu'il faut. Une vraie habitation. Et alors, elle s'était complètement, pas accaparée, le mot est fort, mais cette pointe, pointe des poulains, je vais y arriver. Oui, elle avait acheté vraiment chaque côté derrière nous là, de la pointe. C'était sa propriété pour elle, sa famille et ses amis les plus proches. Est-ce qu'elle avait un beau jardin? Elle avait un beau jardin, un très beau jardin qu'on entretenait. Elle embauchait des Bellilois pour ça. Et dedans, paraît-il, elle a fait venir en tout cas des espèces aujourd'hui invasives mais exotiques. Ah ben voilà, merci, c'était la transition que j'attendais pour aller voir Hugo. Merci Valérie. Hugo, je le rappelle, vous êtes garde du littoral ici, sur ce magnifique site. Et c'était l'occasion justement de parler des plantes invasives. C'est quoi juste une espèce invasive et quels sont les risques pour le milieu? En fait, on appelle ça plutôt, on appelle ça vulgairement des invasives, mais c'est plutôt des espèces exotiques envahissantes. Voilà, parce qu'elles ont cette caractéristique de s'implanter sur un milieu et de se propager au détriment de d'autres espèces, d'espèces locales, et notamment ici à Belle-Île, d'espèces à forte valeur patrimoniale. Et donc, voilà. Par exemple, là, vous nous... Par exemple, ici, on a 2 spécimens. Donc ici, la cinéraire, qui va atteindre une trentaine de centimètres de haut, que vous voyez un petit peu plus loin sur la falaise. Donc vous voyez qui se propage, et au détriment d'autres espèces. Et celle-ci, à nouveau, la griffe de sorcière. Alors qui, elle, est bien connue dans les jardins sur les bords des côtes, parce qu'elle est magnifique, elle fait des fleurs jaunes, roses, mais elle aussi tapisse littéralement les falaises, et au détriment d'autres espèces. Et ces plantes-là, on est attentif au quotidien, on les arrache quasiment au quotidien toute l'année pour lutter contre cette dissémination, quoi. Et alors, avant de partir d'ici, je voulais vraiment qu'on parle de l'îlot de la Pointe des Poulains. Vous pouvez venir avec nous, Hugo, parce que ce que tout le monde ne sait pas, c'est que, je vous laisse expliquer, Valérie, c'est que la marée monte. La marée monte, mais c'est un tombolo, donc c'est-à-dire que la mer recouvre entièrement la plage à partir de coefficients de 70-75. Donc l'îlot des Poulains, le phare est vraiment sur un îlot à ces moments-là, ce qui impliquait pour le gardien et sa famille des contraintes de savoir quand les enfants pouvaient aller à l'école, comment on traversait. Et même nous, dans nos visites, aussi ne pas se laisser piéger de l'autre côté, quoique il y a pire. Si vous avez envie de vous baigner, vous pouvez toujours, mais en ce moment, elle est à 15 degrés. Oui, donc on va éviter. En tout cas, merci beaucoup. Avant de prendre un gros coup de soleil, on va filer dans la Maison du Littoral, c'est juste à l'entrée du parking de la Pointe des Poulains, pour découvrir une toute nouvelle exposition qui va nous permettre de plonger et de voir ce qu'il y a sous l'eau ici à Belle-Île. Vous allez en prendre plein les yeux. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On continue à parler emploi. Vous le savez, comme chaque jour, nous mettons à l'honneur des corps de métier. Portrait ce matin de Johan, dessinateur industriel depuis 22 ans. Mais moi, avant de retoucher à la maquette, j'attendais d'avoir vos positions de piquage. Quitte à ouvrir la maquette, je préfère tout faire en une seule fois. Moi, c'est Johan Blondel, donc 42 ans, dessinateur projeteur. On fait le lien technique entre tous les acteurs, c'est-à-dire les intégrateurs de machines, ça peut être l'architecte, ça peut être donc notre client la plupart du temps, le fabricant de la charpente, et on doit mettre en œuvre tout ce qui est fabrication et qu'on respecte les normes. On s'adapte à sa demande et à ses moyens de production, et on essaie de rentrer dans le coût aussi qui est le nerf de la guerre en ce moment. Donc il souhaiterait qu'on lui réponde là dans la semaine pour un dossier complet. Donc note de calcul et puis dossier de plan de fabrication. Maintenant, on modélise directement de la maquette 3D. On fabrique notre modèle, le plan d'ensemble, et après, toutes les petites pièces est envoyées en fabrication et assemblées dans les ateliers. Au sein du bureau d'études, on fabrique surtout la structure métallique du bâtiment, de la passerelle, du garde-corps, de l'escalier métallique. J'ai appliqué vos passerelles standards, mais je n'ai pas de référence à mettre. Qu'est-ce que je mets comme référence sur mes plans? Les architectes ils vont nous donner une forme générale, mais ça ne nous dit pas vraiment comment ça tient. C'est là où on rentre plus techniquement, en disant bah voilà, moi il me faut des renforts ici, il me faut tel type de fixation ici. On peut rester en épaisseur 5 pour la cuve, et en verticale aussi, on va mettre des révisseurs tous les 300. Moi, je vais travailler avec mon ingénieur calcul. Il a fait en amont, lui, des prédimensionnements pour des structures qu'on a vues ensemble
On travaille tous ensemble et c'est agréable en fait de travailler en équipe. Tout le monde apporte sa petite touche, même une bêtise dite peut amener à quelque chose qui fonctionne très très bien. Ce qui me plaît tout de suite d'être dans un bureau d'études multi-clients, c'est que même si on est sous-traitant, ils nous font confiance. Il y a quelque chose qui se crée entre le client et nous et c'est appréciable en fait. On a renforcé une structure existante pour changer justement la toiture. C'est un métier qui est très varié, on ne s'ennuie pas. L'avantage, c'est que c'est un métier qui me plaît. Faire quelque chose qu'on aime, ça n'a pas de prix, quoi. Il y a une petite partie de nous à chaque fois qui va dans ce qu'on fabrique. Les opportunités d'emploi en Bretagne, c'est avec vous, Véronique Micolo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. Alors, ce que l'on comprend, c'est que le dessinateur industriel travaille en étroite collaboration avec l'architecte, c'est ça ? Exactement. On voit bien que c'est l'interface technique entre la conception et la réalisation. Donc, il travaille effectivement avec l'architecte, mais il est aussi en interface avec le client. Et quelles sont les formations qui permettent d'accéder à ce métier ? Alors, on se rend compte que pour les recrutements en cours, les employeurs recherchent des formations, enfin des personnes qui ont une formation de Bac+2 en général, soit conception produit industriel, par exemple, pour la partie plus de dessinateur industriel en tant que tel, ou DUT, génie civil, construction, plus dans le bâtiment. Pour autant, on voit qu'il y a aussi des formations directement après la troisième, BEP, CAP ou Bac Pro, qui permettent également d'accéder à ce type de poste. Alors, Johan évoquait la rigueur comme qualité requise dans le métier. Quels sont les autres atouts ? Alors, effectivement, il y a la technicité, la rigueur, mais aussi, on l'aura constaté, comme il fait l'interface entre plusieurs interlocuteurs, et il est nécessaire d'avoir un bon sens du relationnel. Mais également un esprit créatif, parce qu'il faut savoir répondre aux exigences et aux cahiers des charges qui lui sont demandés. Et c'est un secteur qui recrute en Bretagne, Véronique ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut compter à peu près 200 offres en Bretagne sur des postes qui sont beaucoup en CDI. Donc voilà, c'est un métier effectivement qui recrute. Et les salaires rapidement ? En moyenne, on peut compter sur un salaire annuel pour un dessinateur projeteur, un salaire annuel de 30 000 € bruts par an. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces précisions. À la prochaine. Après Johan le passionné, je vous en présente un autre, Xavier Bailly. Bonjour, vous êtes chercheur à la station biologique de Roscoff. Vous allez nous prouver que culture scientifique et jeunesse font bon ménage. Mais d'abord, on regarde ces images. La théorie de la relativité. Tu veux pas plutôt sortir ta science aux plus jeunes ? Ce serait plus utile. La science est souvent jugée rébarbative, difficile. Pourtant, c'est aussi un magnifique terrain de jeu, d'expérimentation, d'exploration et d'apprentissage auquel tous ont goûté un jour sans forcément le savoir. Donner envie aux jeunes, garçons et filles de tous les milieux, le goût des sciences, les soutenir dans leurs études scientifiques, c'est la mission de nombreuses associations partout en France. Minen, une mordue de science, est membre d'une association depuis l'âge de 13 ans. C'est un véritable plaisir pour moi que de participer à la dissémination des sciences qui sont tellement passionnantes et aussi omniprésentes. Et notre rôle en tant que bénévole, c'est aussi d'initier les jeunes à l'amour des sciences, mais aussi à la démarche scientifique au travers de chacune de nos activités, allant du soutien scolaire à la mise en place de semaines thématiques autour de thèmes divers et variés, biologie, mathématiques ou encore astrophysique. Je suis très fière de prendre part au projet de Sciences Ouvertes et chacune de ces expériences m'enrichit sur le plan humain, mais aussi scientifique. Si vous aussi, vous avez à cœur de promouvoir la culture scientifique auprès des jeunes, rejoignez une association. Beaucoup d'activités y sont organisées. Voilà pour notre idée du jour. Alors vous, Xavier Bailly, vous avez créé un kit pédagogique sur le ver marin qui vous a valu le prix PEPS 2019. Alors la première question, c'est comment on passe de chercheur à créateur d'un kit pédagogique ? L'activité de chercheur implique l'activité de transmission, de médiation. Et donc, c'est assez naturel, quand on réfléchit à une expérimentation, de voir si on peut ou pas la diffuser, ou en tout cas la transmettre au plus grand nombre, et a priori aux plus jeunes, pour qu'ils puissent en tirer le Et c'est un travail que vous commencez avec vos proches, par exemple, pour essayer de vulgariser, entre guillemets, la l'origine de question. ce kit, comment ça commence
Il se trouve que le modèle marin sur lequel je travaille a quelque chose d'assez fascinant. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de le présenter à des proches, ou à des collègues, ou à des élèves, j'ai remarqué tout de suite une certaine fascination. Et au-delà de la fascination, on comprend très vite qu'il y a une possibilité de transmettre des informations beaucoup plus précises. Pas d'une façon vraiment ludique, mais d'une façon plus facile, pour mettre en évidence des phénomènes biologiques un peu complexes à expliquer. Donc s'appuyer justement sur un animal tel que celui-ci. Et pourquoi le ver marin, c'est le prototype idéal, disons, pour vous en tout cas? C'est pas le prototype idéal, c'est un organisme parmi d'autres, mais celui-ci a une particularité. C'est que c'est un animal qui transporte son propre jardin, puisque aujourd'hui on parle jardin, si j'ai bien compris. Belle transition. Et bien, il se trouve que cet animal a la possibilité, la capacité de cultiver sous sa peau des microalgues, on va dire des végétaux. Donc ces microalgues, comme les plantes terrestres, utilisent l'énergie du soleil pour faire un phénomène complexe qui s'appelle la photosynthèse et qui permet de produire du sucre, des lipides, des protéines. Et les microalgues, excusez-moi, sont capables de transférer ces aliments au ver directement. En effet, c'est super bien expliqué, vous êtes d'accord? Ah oui. Alors, ces kits, ils sont destinés aux collégiens et aux étudiants. Alors j'imagine que le niveau de complexité est gradué, on n'apprend pas les mêmes choses selon les niveaux. Ce kit, il a la particularité de pouvoir s'adapter au programme de l'éducation nationale, mais également de l'enseignement supérieur. Et c'est aussi un outil qui est avant tout pour les professeurs. Parce que ce sont les professeurs qui vont l'utiliser, imaginer comment l'utiliser, imaginer des expérimentations plus ou moins simples et qui vont permettre aux élèves, aux étudiants, de s'approprier l'animal, de manipuler et de voir quelque chose qui est vivant. Et c'est le plus important comme message, c'est que c'est de la biologie marine vivante sur les paillasses. Donc vous envoyez des vers marins vivants dans vos kits, c'est ça? Donc on a développé une technique, ou en tout cas on a mis en place ce qu'il fallait pour que on puisse expédier à partir de Roscoff, partout en France, et parfois même un peu plus loin en Europe, les animaux pour qu'ils puissent voyager, arriver vivants, et puis être tout à fait prêts à se prêter à l'observation et différentes expérimentations qu'on peut voir à droite à gauche. Alors il y a aujourd'hui près de 1000 établissements français qui ont adopté votre kit. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement? C'est une question difficile. L'idée, c'est de ne pas avoir fait ce kit pour rien. C'était effectivement qu'il puisse toucher le plus grand nombre. La véritable stimulation, c'est la mise à disposition au plus grand nombre. Voilà, c'est surtout ça. Et par exemple, mettre à disposition dans des régions où il n'y a pas le littoral, où il n'y a pas la mer, de la biologie marine qui peut se conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans les laboratoires de travaux pratiques et de travaux dirigés des collèges, des lycées ou des universités. Ça, c'était vraiment un défi qui nous tenait. Et puis, mais surtout c'est qu'il permet de montrer des organismes aussi facétieux que celui-ci. Et l'idée aussi, c'est d'inspirer les futures générations, parce qu'on sait que parfois, la science peut faire peur aux plus jeunes d'entre nous. Alors, l'idée, c'est surtout de ne pas faire peur. L'idée, c'est de désacraliser la science telle qu'on peut imaginer qu'elle est complexe, presque inabordable, et que c'est réservé à une espèce d'élite. Donc ça, c'est pas vrai. Et c'est d'autant moins vrai que, très jeune, on peut transmettre des idées, des concepts à des jeunes gens qui vont se les approprier très facilement. Quand vous étiez jeune, vous n'aimiez pas trop ça. Et c'est aussi une manière d'essayer de capter ceux qui ont été un petit Xavier Bailly qui n'aimait pas les sciences avant. Il se trouve que, désolé de vous contredire, j'ai toujours aimé les sciences. Ah mince, c'était une autre maths ou l'école, je crois. C'était compliqué à l'école, non, c'est pas ça? Non plus, mais bon, c'est pas vous, alors. Ça peut... en tout cas. D'accord. En tout cas, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est de proposer des outils. Alors, innovants, mais innovants parce que justement, on les a pas encore inventés. Donc, par nature, les nouveaux outils sont innovants. Mais il se trouve que cette innovation a plu. D'accord ? Il se trouve que pas mal de profs, beaucoup en fait, se le sont appropriés. Et les retours que j'ai eus ont été vraiment très motivants.
quand je dis j'ai eu, il faut bien imaginer que c'est un travail d'équipe, hein, d'accord, que c'est aussi beaucoup de personnes qui ont contribué à faire cela. Pas moi tout seul. Merci beaucoup Xavier Bailly d'avoir accepté notre invitation et désolé d'avoir cru que vous n'aimez pas les sciences. Allez, on reste dans l'univers marin. Partons retrouver Evan qui nous attend aujourd'hui à Belle-Île. On a profité du beau temps pour se mettre un petit peu au frais à la Maison du Littoral, toujours sur le site de la Pointe des Poulains, où vous pouvez visiter une exposition qui va vous plonger dans les fonds sous-marins de Belle-Île. Julien, vous êtes en charge des espaces naturels à la communauté de communes de Belle-Île et avec votre équipe, eh bien, vous avez donné naissance à ce projet. Est-ce que vous pouvez me présenter cette exposition ? Le point de départ de cette expo, c'est vraiment l'aire marine protégée de Belle-Île, qui est un espace énorme autour de l'île et qui est assez peu connu en fait, Et l'idée, c'était d'amener les gens à s'extasier sur les richesses des fonds marins, puisque d'habitude, on voit juste un miroir d'eau et on n'a pas accès au fond. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une approche vraiment sensible, artistique, pour rentrer à l'intérieur. Alors donc justement, on a, en plus, c'est hyper moderne. Typique. Ça plaira à tous les âges. On peut choisir la plaine des sables au sud de l'île. Et là, on se promène à l'intérieur comme on veut, on se vient zoomer. Normalement, on doit retrouver des petites espèces, mais je vais choisir un autre milieu. Comme ça, on va aller chercher une autre espèce dans l'herbier de Zoster, qui est une plante à fleurs sous-marines. Super. Bon, on va aller à la forêt. Non, c'est bon, ça y est. Donc voilà, vous pouvez zoomer comme vous voulez, à l'intérieur, vous promener, voir les petites espèces qu'on y découvre. Ah non, j'avais cru que c'était un requin. Il y a des requins. Donc voilà, il y en a plein. Il y a des requins, évidemment, il y a des roussettes, il y a des requins, il y a plein de requins. Des bancs de merle, vous avez accès à vraiment différents milieux. Ça, c'est vraiment la richesse numéro 1 de l'île. C'est ce qu'on appelle le corail breton. C'est vraiment une splendeur et c'est une algue calcifère. Voilà. Et c'est cette algue qui, en se désagrégeant, fait un sol blanc comme au Glénan. C'est ça, exactement. Et c'est là-dedans qu'on trouve généralement la coquille Saint-Jacques partout en Bretagne, d'ailleurs. Bon, et puis si on n'aime pas forcément la plongée ou qu'on a peur, c'est super de venir ici parce que comme ça, on peut voir les fonds sous-marins. Sans mettre la tête sous l'eau. Exactement. Et il y a une autre salle, alors avec un superbe Donc ça, c'est vraiment le clou du spectacle. C'est vraiment un film où on vient s'asseoir dans un transat, on se pose tranquille, et là, on laisse la contemplation avec une œuvre musicale qui a été conçue par un artiste qui est venu en résidence, avec du coup les plongeurs de Belle-Île. Ah ouais, c'est un film quasiment 100% Belle-Île. C'est 100% Belle-Île, toutes les images sont sur l'île, en apnée, ce qui est en fait un vrai défi en réalité d'une telle stabilité d'image. Voilà, et des passionnés qui nous ont fait ça pendant plus d'1 an et qui continuent à l'alimenter en fait. Ah super. Vous me disiez tout à l'heure aussi que ce film il a été projeté à l'autre bout du monde. C'est ça, oui, au mois de décembre, il a été projeté à l'Opéra de Sydney. Joli. Alors on n'y est pour rien, c'est vraiment l'artiste, le musicien qui est, voilà, mais ça prouve la qualité et l'originalité de cette œuvre. On peut parler d'une œuvre, mais vraiment on rentre sous l'eau, quoi. C'est vraiment magique. Rapidement, si on veut venir visiter cette exposition, comment fait-on? Est-ce que c'est en libre accès? Donc le rez-de-chaussée de la Maison du Littoral est en libre accès. L'étage, c'est 2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. Il y a 20 minutes à passer ici, 20 minutes, une demi-heure, tranquille, un peu coupé, parce qu'on est sur des jauges très petites, donc on est vraiment tranquille. Même en haute saison, on pense que ça devrait être tout à fait gérable. Bon, je vous invite vraiment à venir visiter cet espace, puisque c'est une occasion unique de découvrir les fonds sous-marins de Belle-Île. Et puis, au sens large, venez voir Belle-Île, puisque c'est quand même la meilleure saison pour en profiter. Mai-juin, oui, c'est parfait. Voilà, septembre aussi, c'est bien. Septembre aussi. Donc on vous y attend. Bonne journée à tous et à très vite. Merci. À demain, Evan. Merci à tous. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans quelques instants votre journal régional. On se retrouve dès demain à la même heure, au même endroit. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3.